Oui, professeur, nous voyons les diapositives. Si vous pouvez les mettre en diaporama pour tester. Est-ce que c'est bon, Prof. Ali? Oui, oui, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bien visible. Merci. OK. Oui, très visible. À vous, Prof. Ali. Merci beaucoup. Je souhaite la bienvenue et bon après-midi selon les horizons, à tous les participants pour s'être dérangés à suivre ce webinaire. Mais avant de commencer, je voudrais rappeler quelques principes que nous avons. On va laisser parler d'abord l'invité du jour. Ensuite, on donnera la parole aux participants et aux panélistes, soit en levant la main, soit en écrivant dans le chat. Il est demandé aussi aux participants qui n'ont pas la parole à ce moment-là de fermer leur caméra. Comme ça permet à la bande passante de se dérouler sans problème. Et voilà comment nous allons fonctionner. Mais je voudrais rappeler qu'à la fin de la présentation, nous avons un document à remplir sur l'appréciation de la session. Nous avons remarqué qu'il y a très peu de participants qui remplissent ce document. Nous leur demandons de le remplir parce que c'est ça qui va nous aider à améliorer nos présentations. Autre chose, nous voulons aussi rappeler que toutes les présentations de webinaires peuvent être lues dans le YouTube. YouTube, je pense que Pascal peut mettre ça et il met à chaque webinaire le lien de ce post YouTube où vous pouvez retrouver ce qui a été présenté pendant la semaine. En attendant, je vais maintenant présenter l'invité du jour, qui est le professeur Chedli Azouz. Si vous pouvez me permettre quelques instants, je partage aussi la diapositive préparée à ce sujet. Je ne sais pas si mon écran est visible pour tout le monde. Est-ce que vous me Oui, c'est suivez? visible, très visible. Oui, très visible. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne peux pas présenter la biographie
du professeur Chedli Azouz, elle est très riche et longue. Je vais être bref et concis. Pour moi, l'orateur du jour, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus. Il est connu. C'est un expert en santé publique avec plus de 35 ans dans la PCI, l'hygiène hospitalière, la formation et la recherche en sciences de la santé. C'est un enseignant, professeur paramédical. Il est membre des sociétés savantes et c'est lui l'actuel président de ICANN, qui est le réseau africain de prévention et contrôle des infections. C'est pas une moindre affaire, diriger cette institution continentale. Il est aussi membre de l'Australian College for IPC. C'est vous dire que nous avons invité quelqu'un qui a une expérience professionnelle très riche, très riche, parce que je peux vous dire, par exemple, un aspect, il a une bonne expérience dans les réponses ou la réponse aux épidémies telles que la maladie à virus Ebola, telles que le choléra et autres épidémies qui ont touché le continent. Le professeur Azouz est formateur des formateurs. Hein? Ce n'est pas une tautologie, je répète, il est formateur des formateurs. Donc, c'est quelqu'un qui prépare des personnes capables de former d'autres dans plusieurs domaines de la santé. Il a une expérience, je ne sais pas quel est ce pays de ce continent où il n'a pas foulé ses pieds. Il a une grande connaissance de l'Afrique, mais aussi d'autres pays dans le monde où il a travaillé. Ceci dit, je vais passer la parole au professeur Chedli. Je sais que vous avez hâte à l'entendre parler sur ce qu'il a préparé pour nous. Professeur Chedli, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Prof. Ali. Vraiment, c'est un grand plaisir de me retrouver de nouveau avec vous. Euh, Vraiment, merci pour la présentation et vraiment le respect et l'estime est partagé. J'aime bien commencer ma présentation, si vous permettez, Prof. Ali, de remercier l'expertise congolaise de la prévention contre l'infection et vous-même comme le principal coordonnateur de ce groupe. Je remercie aussi la plateforme ECHO et je remercie surtout tous les collègues qui sont présents avec nous. Il y en a beaucoup que je connais, je vois des collègues de Burkina Faso, du Togo, vraiment pour ne pas énumérer, j'essaie d'éviter de nommer le tout, mais je vois un peu de partout les bien que le nombre n'est pas important par rapport aux autres webinaires. Euh, Est-ce que vous pouvez désactiver votre... s'il vous plaît, arrêtez votre partage, Prof. Ali, pour que je puisse Oui, partager? oui, je peux le faire. Oui, oui, je vais le faire. Ça va maintenant? Oui, merci. OK.
Prof. Ali, est-ce que c'est lisible? C'est C'est lisible? juste. Oui. Maintenant, c'est en diaporama, ça marche bien. Merci, merci beaucoup. Bon, pour commencer, collègue, je m'excuse, comme l'a demandé Prof. Ali Bola Bola, que je considère personnellement l'un de nos doyens et piliers de la PCI dans notre continent et pas seulement dans la République démocrate du Congo. Alors, je le remercie de nouveau pour m'avoir invité à partager avec vous cette présentation. Et je m'excuse, j'étais un peu malade et ensuite j'étais un peu en voyage. Normalement, c'était planifié la semaine dernière. Cette présentation était planifiée la semaine dernière. De même, il y a eu quelques échanges avec Prof. Ali sur le thème et la sélection et comment l'adapter. Pour être franc avec vous, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour plusieurs raisons. La finalisation du choix et même la révision de cette présentation. Il y en a deux facteurs. L'un des éléments principaux qui a influé vraiment la PCI dans notre continent en général, ce sont les principaux épidémies, que ce soit Ebola ou la pandémie Covid ou le choléra ou autre pandémie. Et malheureusement, il demeure de grandes influences sur tout ce qu'on prépare, sur tout ce qu'on discute. Et ça nous a un peu égaré du principe du principe et du cœur de la prévention contre l'infection qui est normalement être censé initier lors de la formation initiale. Alors, chers collègues, cette présentation-là, comme je l'ai dit, a été compilée partiellement d'une autre présentation qui a été faite pendant la pandémie Covid et ensuite adaptée. D'accord? Alors, le choix a été orienté principalement sur deux éléments clés. La PCI, bien sûr, avec les infections à transmission respiratoire, et la PCI dans les aéroports, les avions, les gares de transport public. Bon, si vous permettez, je peux commencer. Je vais essayer de... Il y en a presque une trentaine de diapos. Et je vais essayer de faire de mon mieux pour que ce soit clair pour vous. Et comme l'a dit Prof. Ali, on va mettre à votre disposition la présente présentation. Mais comme vous allez le voir lors de la passation de diapo, j'ai laissé à votre disposition les références auprès desquelles soit j'ai compilé les parties de cette présentation, soit qui vont vous permettre à étendre vos connaissances et enrichir vraiment vos connaissances par rapport à ce thème spécifique de notre journée. Alors, je vous remercie de nouveau et si vous permettez, je commence. Merci, professeur. Vous pouvez commencer. Bon, l'objectif, il est un peu de ce webinaire, il est un peu général et pas trop spécifique. Alors, juste là, il va vous donner les initiations de base. À vous, chers participants, généralement, vous êtes tous des collègues qui va vous aider à contribuer à la prévention contre les infections respiratoires dans les aéroports, les avions et autres moyens de transport public. Peut-être la question qui se pose ici, la majorité sont des professionnels de santé, que ce soit ayant des expertises en prévention contre l'infection ou non, mais d'une manière ou d'une autre, normalement, les professionnels de santé ont des responsabilités et des engagements vis-à-vis de la prévention contre l'infection, pas seulement au milieu hospitalier. Et ici, un des grands défis qu'on a dans notre continent, et jusqu'à maintenant, on n'est pas arrivé à initier une stratégie spécifique à la PCI dans la communauté. Bien que les mesures de prévention contre l'infection dans la communauté seront très efficaces et vont compléter celles qu'on observe et qu'on pratique dans nos institutions de santé, dans nos hôpitaux. Alors, peut-être vous allez observer que je donne un peu plus d'importance pour les aéroports et les avions, mais à chaque fois, je vais rappeler qu'il y a des mesures qui sont similaires et peuvent être appliquées
dans les autres moyens de transport public. Sans oublier, comme je l'ai dit au début, notre continent a des spécificités qui ne sont pas similaires avec mes respects pour les pays occidentaux, et souvent les documents qui sont disponibles et les guides qui sont disponibles ne prennent pas en considération les spécificités et les ressources adaptées à notre continent africain. Et je peux le dire généralement du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, il y a beaucoup de ressemblances dans nos pays. Alors, comme introduction et rapidement, c'est juste pour vous rappeler qu'il existe, comme vous le connaissez bien, le règlement sanitaire international dans sa dernière version 2005, mais on a d'autres versions qui ont été révisées. Et normalement, les autorités santé publique de chaque pays, dans leurs ports internationaux, aéroports, les postes frontaliers, alors ils sont tenus d'établir des plans d'urgence et des dispositions efficaces pour répondre aux événements qui peuvent constituer une urgence santé publique de portée soit régionale ou internationale, et de communiquer avec leurs points focaux nationaux qui est de règlement sanitaire international sur les mesures de santé publique pertinentes. On a un règlement sanitaire international qui essaie d'englober ces mesures-là et ces recommandations-là, et que nous, tous les pays du continent africain ou des autres pays du monde, nous sommes dans l'obligation d'adopter et observer les recommandations qui sont dans le règlement sanitaire international. Le contexte par rapport à notre webinaire d'aujourd'hui, c'est que vous le savez tous que le transport public, que ce soit le locaux ou de départ ou d'arrivée, ou les moyens eux-mêmes, les avions, le train, le bus ou les taxis, ou même les petits taxis, vous connaissez très bien dans notre continent africain, même les petits taxis, on peut trouver parfois plus que d'une dizaine de personnes qui sont entassées dans ces taxis. Alors, ces lieux-là et ces moyens-là constituent ou peuvent être un lieu de transmission de diverses infections respiratoires. Bien sûr, c'est surtout la cause ici de proximité des passagers et le contact fréquent avec les surfaces qui sont partagées par ces passagers-là. Ici, à titre indicatif, je veux citer quatre de plus fréquentes ou de plus courantes infections respiratoires qui peuvent être contractées dans les transports publics. Je prends en tête de lieu plus fréquentes, surtout la grippe. Il y a le rhume, mais le rhume, on ne trouve c'est-à-dire les patients sont affébrils, et et les signes sont d'impact moindre que ceux de la grippe. Mais ils peuvent être les deux causés aussi par des virus et qui sont contagieux. Le rhume, on trouve souvent c'est le rhinovirus, un des agents causaux. Mais le rhume se propage aussi facilement dans ces lieux-là. Le troisième en tête de liste, c'est le COVID-19, comme vous le connaissez. Vraiment, le virus, vous connaissez très bien et comment on l'a vécu chez nous en Afrique. Mais à titre indicatif, chers collègues, et je sais très bien que Prof Ali et son équipe ont fait des webinaires sur le Covid à longue durée. Et on a des patients partout dans le monde et même dans notre continent qui souffrent encore des récidives de la pandémie, de la maladie à virus, de la maladie COVID-19. Je m'excuse, le troisième, c'est le virus respiratoire syncytial, le VRS. Ce virus-là aussi peut se propager, peut provoquer des maladies respiratoires graves, surtout ici, comme on le connaît, surtout les personnes vulnérables, les personnes âgées ou les petits-enfants. La quatrième, dans la contamination vraiment surtout aérienne et la tuberculose, bien que c'est moins, et moins courante, mais elle peut se transmettre par l'air, surtout lorsque dans des places qui sont fermées avec des contacts rapprochés et prolongés dans des espaces clos. Surtout si on a à proximité une personne qui a la tuberculose, qui tousse ou qui éternue. Je m'excuse, j'ai pas mis la quatrième, je l'ai dit, je l'ai mis avec le Covid, mais il y a une faute, je vais la corriger plus tard. Alors,
À titre indicatif, les recommandations dans la présentation, comme je l'ai dit, pour les aéroports, les avions peuvent être adaptés aux gares, stations et autres moyens de transport public. Pour les aéroports, le scénario de contact qui peut engendrer des infections respiratoires, alors là, c'est que les aéroports ils créent un environnement qui permet un contact étroit entre beaucoup de personnes pendant de longues périodes, c'est-à-dire de l'arrivée jusqu'au départ. Généralement, comme vous le connaissez, ça prend, ces gens-là sont regroupés rarement moins que 2 heures qui sont ensemble pour, si on prend le cas d'un seul vol. Ici, la moyenne, c'est entre 2 et 3 heures avant le vol. Le contact étroit pendant de périodes, euh, de longue période, surtout on est assis, on ne bouge pas avant l'embarquement. Les contacts étroits, surtout dans les portes, vous savez très bien, avec le contrôle de police, le contrôle de compagnie aérienne pour l'enregistrement, le contrôle de police, le contrôle de douane, la vérification de bagages pour la sécurité. Alors, on a toujours des longues files d'attente et les gens sont généralement se bousculent et chacun a ses raisons. Il y a qui sont fatigués, qui sont pressés, il y a qui sont impatients. Le contact étroit constitue aussi des risques. Le contact étroit aussi, comme je l'ai dit, pour le contrôle, l'enregistrement, les salles d'attente, les magasins et autres. Alors, je m'excuse, il y a quelque chose qui... Je vais le prendre en bas. Alors, le risque de transmission dans l'avion. Ici, si je pose la question, et je ne sais pas si on peut réinteragir ou non avec vous, d'après vous, est-ce que ce risque-là est élevé ou ne pas élevé? Alors, La, la question est posée à l'assistance. oui, Celui qui a une réponse peut lever la main et oui, il y a Isaac, répondre. c'est-à-dire qui dit oui. Celui qui lève la main, c'est oui. Il y a Jean-Pierre, il y a Isaac qui dit oui. Il y a les autres qui... Oui, j'ai dit ceci, le risque est très élevé Il y pour a les Joël risques de aussi. transmission. Pour les risques Oui, de transmission dans l'avion, les risques, je vois, est très élevé. est très élevé. Est très élevé. Oui, oui. Il y a Joël aussi qui a dit oui. Je ne sais pas si les autres sont d'accord ou non. Merci, chers collègues. Merci. Merci beaucoup. Oui. Alors, si vous permettez, Allez-y, professeur. oui, le risque de transmission en avion est considéré comme faible en raison de son système de ventilation. Et je vais vous expliquer ça. Parce que moi, personnellement, j'ai découvert ça lors des premiers 6 mois de la pandémie Covid. Au début, j'aurais la même réponse que la vôtre, que le risque est élevé. Mais dans les avions, on va l'expliquer tout de suite. Alors là, les risques, il est faible. Ceci en cause de ça, en raison de son système de ventilation. Et je vais vous expliquer comment ceci. Alors, ici, c'est seulement les personnes proches de la personne infectée qui sont le plus à risque sur 2 rangées. C'est-à-dire, si on a la personne ici qui est infectée, c'est-à-dire les 2 rangées qui sont là et là, devant et derrière, sont à risque. Bien sûr, de tous les côtés, comme celle que vous voyez ici. C'est-à-dire, on a la personne infectée qui est en rouge, alors les 2 rangées de devant et derrière sont à risque, y compris bien sûr celle où est assis le patient. Le risque considérablement il devient très réduit pour les passagers assis à 15, plus que 15 sièges loin de la source infectieuse. Les compagnies aériennes normalement n'autorisent pas les cas infectés connus ou ceux atteints de maladies infectieuses à bord. Je vais expliquer maintenant la raison pourquoi le risque il est très faible. Normalement, comme vous le voyez ici, la circulation de l'air dans la cabine, elle est contenue. Et je suis sûr que les collègues qui ont expérimenté les voyages en avion, ils ressentent le flux de l'air, de la ventilation qui vient d'en haut et qui passe sous leurs pieds, ici soit
au-dessus de l'habitacle des bagages ou au-dessous de l'habitacle des bagages. Ici, on met le bagage et ça descend sous les pieds où il y a la sortie et ça descend de cargo, le compartiment de bagages. Il y a un système d'épuration. Alors, l'air circule toujours dans et hors de la cabine. C'est-à-dire, il vient à l'intérieur de la cabine, il en sort dehors de la cabine avec un mélange d'environ 50% d'air qui vient de l'externe et 50% d'air recyclé, filtré. Même l'air qui revient, il est filtré. Et ceci, c'est surtout pour garder un certain taux d'humidité et garder un certain taux, degrés de température. Le schéma de circulation que vous voyez ici, alors la circulation, la circulation de l'air, ils sont laminaires, c'est-à-dire côte à côte, entre par le haut, circule et sort au niveau des pieds. Normalement, tous les 6, je crois, à 7 rangées, il y a une sortie pour l'air. Il y a très peu de flux d'air longitudinal, c'est-à-dire les passagers. Le schéma de circulation de l'air divise le flux d'air en sections à l'intérieur de la cabine, généralement, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre toutes les 7 rangées, limitant ainsi la propagation des particules en suspens. C'est-à-dire, si on a les patients, les passagers qui sont ici, il y en a un qui éternue ou qui parle, l'air, il vient de haut vers le bas, alors il ne se propage pas latéralement ou en avant et en arrière. Généralement, l'air, il est poussé du haut vers le bas. Alors, le flux d'air aussi, il fournit également un contrôle, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la température et minimise les gradients de la température dans la cabine. Ici, vous pouvez, sur le site internet de l'OMS, il y a des documents d'orientation sur la prévention d'infection dans le transport aérien qui vraiment parlent des mesures de réduction des contacts, les bonnes hygiènes, comme vous le savez, l'étiquette contre la toux, distanciation physique, bonne hygiène des mains, aussi éviter de, comme vous le savez, toucher le visage avec les mains impures. Les personnes infectées et malades ne doivent pas voyager. Un autre aspect, peut-être qui est trompeur, qu'on le trouve dans les avions, c'est-à-dire quand on voit ici, c'est-à-dire la circulation de l'air, il y a un autre risque qui est là, qui sont les surfaces qui sont trouvées, les surfaces qui sont touchées par les patients. Bien sûr, ces surfaces-là, les patients qui touchent ou qui éternuent ou qui toussent, alors là, normalement, ces surfaces-là sont contaminées. Alors, si on veut faire une petite analyse et chercher comment on détecte les risques dans un aéroport. Alors, le document ici, c'est celui de l'OMS que je vais parler tout à l'heure. Normalement, la détection au point d'origine, pendant la procédure d'embarquement, d'origine d'où vient le passager, comment on dit. Ensuite, pendant le vol, et si pendant la procédure d'embarquement, c'est-à-dire dans l'aéroport, avant de prendre l'avion, pendant le vol, si aussi il descend en transit, entre le vol ou vers un autre moyen de transport, et quand il arrive à destination. Et je suis sûr, surtout les collègues qui ont expérimenté les voyages pendant la pandémie Covid se rappellent très bien vraiment de la souffrance et des défis et de la fatigue et des risques qu'on a expérimenté pendant cette période-là. Personnellement, j'ai un peu voyagé. Souvent, j'ai voyagé durant cette pandémie et j'oublie jamais les voyages que j'ai effectués, surtout un voyage qui a été en Papouasie-Nouvelle-Guinée, du côté de l'Australie, qui a duré presque 3 jours d'un avion à l'autre. Et vraiment, entre les transits, pendant les transits et entre les vols, alors là, vraiment, les risques sont grands. Alors, je reprends. Voici le point de détection des risques dans un aéroport qu'on doit connaître et dans lesquels on doit prendre les précautions nécessaires. Alors, beaucoup de pays, beaucoup de ministères de la Santé publique aussi, comme on le sait,
les collègues qui travaillent dans la sécurité sanitaire des aéroports, des ports et autres au point d'entrée aussi. Et il y en a des stratégies pour la prévention et le contrôle des infections, soit à l'aéroport ou dans d'autres lieux de transport des passagers. Il y a des stratégies pour la réduction des contacts, il y a des stratégies pour le contrôle administratif, il y a des stratégies pour augmenter les activités pré-aéroportuaires, c'est-à-dire avant d'accéder à l'aéroport, avant de limiter celles dans l'aéroport. Il y a le contrôle d'ingénierie, que ce soit bâtiment ou les séparations ou les surfaces. Il y a le dépistage des malades et l'assurance de la sécurité des passagers et du personnel. Il y a ici, j'ai numéré seulement cinq, mais ça peut être étendu et chacune de ces stratégies-là peut être développée. Si vous êtes responsable de la mise en œuvre d'une stratégie de PCI à l'une de ces composantes-là et dans un aéroport ou autre place, alors là, ça peut vous servir comme référence pour développer les actions. Les considérations d'ordre général pour la PCI, généralement, c'est l'éducation du public, mesures de réduction de contact, port de masque, désinfection des mains, nettoyage des infections d'environnement, dépistage sanitaire et suivi de contact que vous connaissez, vous tous collègues, déjà. Les recommandations rapidement pour la prévention des infections dans les aéroports, surtout lors des épidémies ou des périodes là, épidémiques, là où il y a la grippe pendant l'hiver ou autre. Avant l'arrivée à l'aéroport, normalement, on essaie d'encourager l'enregistrement en ligne si disponible. Malheureusement, dans beaucoup de pays africains, en Afrique, même le mien, en Tunisie, je suis tunisien, alors il n'est pas vraiment souvent disponible d'effectuer l'enregistrement en ligne et pour qu'on évite vraiment les longues files d'attente. Aussi, avant il y a des formulaires de dépistage sur les symptômes, comme celle de Covid que vous connaissez, ou même, vous rappelez, c'est pas respiratoire, mais même pendant Ebola ou autre épidémie, elles doivent accompagner les billets d'avion et le formulaire rempli sur l'état de santé doivent être soumis normalement avant la date, mais généralement on l'a soumis à l'entrée avant de l'embarquement. Elle doit aussi fournir les informations préalables pour limiter les accompagnants à l'aéroport. On sait très bien que si un membre de notre famille voyage, généralement, c'est par amour et c'est par coutume, on va dire. Alors là, vous trouvez souvent beaucoup de membres de la famille qui accompagnent le membre de la famille qui va voyager. Les passagers peuvent être tenus d'arriver à l'aéroport, comme je l'ai dit tout à l'heure, portant un masque et un nombre supplémentaire peut être requis. Il doit besoin de deux à trois masques durant le vol. Les passagers, normalement, ils doivent être informés de la longueur du processus de dépistage et de contrôle. À l'aéroport, vous vous rappelez de ces images-là, mais ce que j'ai dit, Euh, la PCI, surtout à l'échelle communautaire, c'est une culture, c'est un changement de comportement, c'est l'adoption de bonnes pratiques et ce n'est pas nécessairement que je sois un professionnel de santé pour que j'observe ces mesures-là, que ce soit distanciation, que ce soit l'étiquette de tout, que ce soit le port de masque si je suis malade ou s'il y a une épidémie ou si je suis une personne vulnérable. Alors, si je reprends, vous vous rappelez bien de ces images-là, que ce soit pour les attentes, que ce soit pour les sièges pour s'asseoir dans les salles d'attente. Alors là, il y a beaucoup des éléments qui ont été introduits, mais malheureusement, personnellement, lors de mes derniers voyages, en 2024 et fin 23 surtout, même 2023, c'est qu'on peut vraiment observer ce que ces mesures-là, qui normalement, elles sont bonnes à être adoptées et appliquées même en dehors de Covid. Alors, ces mesures-là et ces comportements-là
ne sont plus observés. Et souvent, si vous demandez peut-être à quelqu'un de ne pas trop s'approcher, il va se fâcher et sa réaction peut être même être agressive. Alors, à l'aéroport, on peut demander aux patients je m'excuse aux patients, à des passagers d'arriver à des heures différentes afin de réduire le foule. On peut aussi étendre des zones d'attente extérieure supplémentaires, peuvent être prévues. Mais je me rappelle cette expérience-là, il y avait des zones d'attente extérieures et la saison était très chaude pendant la saison chaude. Et vraiment, on a souffert pendant des heures dans des tentes. Et vous savez très bien, les grandes tentes, avec le soleil qui tape, ça devient très chaud. On peut aussi ajouter à l'aéroport une signalisation accrue pour encourager le flux de passagers et les mesures de contrôle des infections. Aussi des signalisations au sol, comme vous le voyez à droite, pour respecter la distance physique. Des barrières physiques devraient être installées, surtout pour protéger le personnel qui interagit avec les patients, parce que eux, vraiment, ils interagissent avec presque la totalité ou un grand nombre de passagers. Les sièges peuvent être enlevés ou séparés pour créer des espaces de distance adéquate entre les passagers. Et les désinfectants pour les mains doivent se trouver à divers endroits de l'aéroport, par exemple. Mais aussi, je sais très bien que beaucoup de personnes, et personnellement depuis longtemps, même avant le Covid, et même je me rappelle mes premières expériences 2014 avec Ebola, alors là, je ne voyais jamais sans avoir au moins trois petits flacons de solution hydroalcoolique. Les informations de sensibilisation, normalement, doivent être affichées s'il y a des épidémies, pas seulement le Covid, pas seulement le Covid, il peut y avoir des épidémies de grippe ou autres. Alors là, les informations doivent être disponibles et visibles pour les passagers. À l'aéroport, seul le passager autorisé à prendre l'avion doit se rendre à l'aéroport. Les passagers doivent être tenus de faire prendre la température, bien que la sensibilité de la prise de la température est limitée, car beaucoup de personnes, vous le savez très bien, transmettent le virus même avant de commencer à présenter les signes. Normalement, les signes, les zones de contrôle, de préférence, doivent être situées avant l'entrée à l'aéroport. Le personnel qui prend la température, normalement, il doit porter le minimum d'EPI, il doit porter un masque, si possible aussi une visière. Il doit utiliser un thermomètre sans contact et garder une distance au moins de 1,5 m et de préférence s'il y a possibilité d'avoir une barrière. Les zones de contrôle doivent être équipées d'un désinfectant pour le main à base d'alcool. Normalement, les patients qui présentent des températures supérieures ici, il y a des variations selon la pathologie. Alors là, et ça peut être déterminé par les autorités sanitaires de chaque pays ou l'autorité sanitaire aussi à l'aéroport ou dans le port. Alors là, déterminer la température supérieure à observer pour orienter les patients vers un contrôle plus approfondi. Lors de l'enregistrement, alors là, ici, ces endroits sont à risque parce qu'il y a de longues files d'attente. Essayez de remplir votre formulaire avant votre arrivée à l'aéroport. Si c'est disponible, il y a des compagnies aériennes qui donnent ça. S'il y a un enregistrement automatisé, les signalisations au sol, je vais parler de ça. Signalisation dans les endroits bien vus. Et les passagers doivent embarquer par rangée, c'est-à-dire ceux qui sont au fond de l'avion, normalement, les dernières rangées de l'avion doivent monter en premier. Au bord de l'avion, c'est un peu délicat, mais bien que je vous ai montré que le risque de transmission, il est faible, mais ça ne va pas dire qu'on doit restreindre les mesures de prévention contre l'infection et les conseils. Normalement, si vraiment il y a une épidémie, il y a aussi les personnes vulnérables où il y a risque. Normalement, les passagers doivent porter des masques et rester assis à moins qu'il ne soit nécessaire de le faire. L'équipage de cabine, normalement, doit inclure des messages préventifs, pas seulement porter votre ceinture et comment utiliser l'oxygène, blabla, et tout ce qu'ils disent là lors de leur démonstration. Ils doivent donner aussi des messages préventifs sur l'étiquette de tout et sur la distanciation. Aussi, il y a un matériel d'orientation sur les bonnes pratiques d'hygiène, l'éloignement, etc.
limiter le contact entre l'équipage et les passagers, sauf si nécessaire. Les passagers devraient être encouragés à utiliser les toilettes les plus proches et ne pas se promener. Il doit y avoir un protocole pour gérer les passagers malades et les passagers indisciplinés. Je me rappelle souvent, on voit ces passagers indisciplinés aussi. Il y a un kit de précaution universelle qui a été partagé selon les standards de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. Ce kit de précaution universelle doit être transporté à bord d'avions qui doivent opérer avec au moins un équipage de cabine. Il y a des poudres qui donnent ici pour convertir ou couvrir les petits déversements de liquide s'il y a vomissement ou autre. Les lingettes désinfectantes pour nettoyer les surfaces, masque écran facial, les gants jetables, tablier, le robe ou le blouse de longue manche, si disponible, sac poubelle. Il y a un truc que franchement, jusqu'à cette année, j'ai vu dans quelques compagnies aériennes. Alors, ils te disent, après un vol, vous montez dans l'avion, ils nettoient l'avion, mais avant le départ, les hôtesses, ils prennent des bombes atomiseurs. Ils te disent, on va pulvériser la cabine pour la désinfecter. Et vraiment, ils te disent, selon les recommandations de l'OMS, l'OMS n'a jamais et ne va jamais recommander de pulvérisation aérienne pour désinfecter. Et il n'y a aucun produit qui peut désinfecter l'air. Et même s'il existe des produits qui sont assez forts, ils sont très nocifs pour les humains. Je sais pas, je suis sûr que vous avez vu quelques compagnies qui pratiquent ces pulvérisations. Il y a bon, ils disent que c'est un produit recommandé par l'OMS, mais ça n'a jamais été recommandé par l'OMS ou qui que ce soit. Arrivée et transit des passagers, débarquement, les passagers doivent rester assis jusqu'à leur rangée soit invités à débarquer. Le débarquement se fera par rangée. Bien sûr, les premiers descendent les premiers, pas comme pour monter. Il faut réduire le temps d'attente. Le formulaire de contrôle devrait être distribué et rempli à bord. Les aéroports doivent créer autant de cabines que possible pour réduire le temps d'attente et de contrôle. Ici, les cabines, c'est les cabines de contrôle de police, de douane ou pour les passeports ou autres. Normalement, pour éviter ça, il faut avoir plus de personnel et pas seulement deux cabines qui travaillent. Vous allez trouver deux, trois avions qui attendent. Les passagers à l'arrivée en transit dans l'aéroport et les transits, ça c'est fréquent. Et surtout pour nous en Afrique, malheureusement, même pour voyager d'un pays africain à un autre, souvent, et personnellement, c'est le cas, tu dois faire un transit dans un pays européen ou un autre pays du Moyen-Orient, alors là, pour débarquer dans un autre pays africain. Alors, il devait y avoir une civilisation adéquate, favorisant les messages préventifs et le flux je ne m'excuse pas des patients, des passagers. Signalisation au sol pour assurer une distance physique, au moins, comme j'ai dit, 1,5 m à 2 mètres. L'accès au hall d'arrivée doit être limité à l'équipage du personnel et aux passagers arrivants. Les membres de la famille, comme je l'ai dit, doivent être encouragés à attendre dehors. Les passagers sont encouragés à quitter immédiatement l'autorité sanitaire. Les chariots d'aéroport doivent être nettoyés après usage en essuyant avec, bien sûr, désinfectant au moins 60% d'alcool. Les personnels, normalement, doivent être, les membres d'équipage doivent être formés. Une formation simple, pas très compliquée, sur surtout deux thèmes, reconnaissance des signes et symptômes d'infection respiratoire, comme le Covid et autres, et les stratégies de prévention, comme vous le connaissez, les stratégies qu'on a parlé tout à l'heure, les distanciations, l'hygiène de main, etc., les EPI et autres. Le nettoyage dans l'aéroport, il y a toujours les agents de nettoyage, mais ces agents de nettoyage sont souvent gérés par nos collègues, que ce soit les techniciens de WASH ou le collègue PCI ou qui d'autre a la responsabilité aussi sanitaire au niveau des aéroports et des ports. Bien sûr, il doit y avoir un plan de nettoyage des infections amélioré. Il doit s'assurer que les membres d'équipage personnel sont au courant du plan. Il doit assurer que le personnel peut utiliser les diluants pour les désinfectants, surtout pour nous en Afrique, on a le chloré.
Les surfaces fréquemment touchées doivent être nettoyées aussi plus souvent. Bien sûr, ces surfaces-là, les bureaux, les zones d'immigration, les escaliers, les toilettes, les chariots, les sièges, les parkings, etc. Dans l'avion, lors de courtes escales, une attention particulière doit être accordée aux zones de contact élevées, les installations partagées. S'il y a un cas suspect, la zone à risque dans cas suspect, et j'ai dit ici même lors des périodes d'épidémie, de grippe ou autre, alors là, dans la zone de la cabine doit être nettoyée et désinfectée. Les sièges, appuis-tête, dessus des tables combinées, etc., les stores, celui de moniteur de vidéo et autres matériels. Mais malheureusement, ce qu'on observe récemment, c'est que les compagnies aériennes ne font pas ça. Malheureusement. Même dans le vol à notre, vous voyez les agents de nettoyage, ils montent avec des petits sacs, ils ramassent les déchets. S'il y a des salissures vraiment nettes, ils le font. Sinon, alors là, je m'excuse et je vous le dis, il y a une étude qui a été faite sur les tables servantes dans les avions. Alors malheureusement, même des grandes compagnies, des centres de renommée internationale et dans les premiers classements, comme offrant le meilleur service, on a pu identifier des micro-organismes, que ce soit dans les accoudoirs et surtout dans les tables servantes, là, les tables où on met nos plats et les sièges. Et je ne sais pas quoi ajouter pour les toilettes et les autres espaces qu'on est ou environnement qu'on touche dans l'avion. Alors, un conseil, personnellement, je le fais en m'entendant dans l'avion. J'essaie de nettoyer surtout tout ce qui est métal, les accoudoirs, et les tables servantes et surtout les commandes et les trucs qu'on utilise pour les petits vidéos qu'ils offrent dans les avions. Le nettoyage, s'il y a une exposition en cas suspect, normalement, tout le personnel de nettoyage, il porte des EPI, comme vous savez, dans les hôpitaux. Alors là, blouse, lunettes, gants, etc. et masques. Les surfaces doivent être nettoyées avec détergent, ensuite essuyées avec un désinfectant. Les désinfectants ne doivent pas être corrosifs, comme vous le savez, pour qu'ils n'abîment pas les composantes du moyen de transport ou de l'avion. Doivent être appliqués selon les instructions des fabricants et le besoin. Il ne doit pas y avoir de pulvérisation de désinfectants. Je m'excuse. Alors là, je me rappelle vraiment beaucoup de nos aéroports africains pendant la période de Covid. J'ai été pulvérisé vraiment des dizaines de fois. Je ne peux pas citer les aéroports, mais la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des aéroports où j'ai débarqué pendant le Covid, alors là, on nous pulvérise avec de l'eau chlorée. Les systèmes de ventilation doivent continuer à fonctionner pendant que les équipes de nettoyage travaillent dans l'avion. Et ici, le système de ventilation, même des aéroports, il doit continuer à fonctionner. Pour conclure, les facteurs de risque, de réduction des risques dans la transmission dans l'avion. Alors, normalement, les passagers sont assis face à l'avant avec des interactions face à face limitées, c'est-à-dire ils n'interagissent pas face à face. Les sièges offrent une barrière déjà à la transmission entre les rangées. Le flux d'air du plafond au sol réduit davantage le potentiel de transmission. Et vous savez bien que dans les salles de bloc opératoire et le système de climatisation central, il a le même principe. Les débits d'air élevés réduisent la propagation de la même manière que d'autres environnements intérieurs. Aussi, vous savez très bien qu'il y a ce qu'on appelle les HEPA, les filtres à haute efficacité, dans les avions et dans les systèmes de climatisation centrale dans les aéroports et dans les hôpitaux. S'ils sont vérifiés et remplacés à temps, et vraiment, ils sont très efficaces. Pour ceci de recommandations d'ordre général, pour prévention contre l'infection en transport public, pour le passager, n'utilisez pas le transport en commun en cas de maladie respiratoire, sauf urgence. Si épidémie ou risque connu, portez des masques. Euh, Ici, chers collègues, j'ai pas voulu partager vraiment des photos de notre transport public en Afrique. Euh, J'essaie d'éviter ces photos-là parce que parfois, je ressens comme si on est en train de, pas seulement de ridiculiser ces moyens-là et nos moyens et les passagers qui les prennent, mais de circuler nous-mêmes. Mais vous le savez très bien,
vraiment le nombre de passagers qui sont là et l'état de nos moyens de transport. Je ne généralise pas, mais fréquemment, c'est la réalité qu'on peut observer. Alors, c'est pourquoi on utilise le transport en commun qu'en cas de mal, ne pas utiliser en cas de maladie, sauf si c'est urgence. Si épidémie ou risque connu, porter des masques. Les personnes à risque, surtout les personnes âgées ou atteintes d'une maladie sous-jacente, diabétiques ou autres, ou, BPCO ou autres, devraient éviter le transport en commun si possible, sinon éviter les heures de pointe. Les passagers qui présentent des symptômes, normalement, ici, c'est question de culture. C'est-à-dire, moi-même, j'observe le bien-être des autres comme j'observe le bien-être de moi. C'est-à-dire, en évitant de faire contaminer les autres avec la grippe ou le Covid que j'ai. Alors là, les passagers qui présentent des symptômes qui peuvent être des infections respiratoires, surtout fièvre, toux, éternuement, alors normalement, on ne doit pas voyager dans le transport en commun et sont encouragés à consulter un médecin dès que possible, bien sûr, à ajourner leur transport. Tous les passagers doivent maintenir autant que possible des distances physiques et de désinfecter leurs mains. Je sais que la faisabilité demeure un grand défi, mais ça ne va pas dire si nos ressources et moyens ne peuvent pas, on doit dire non, chez nous, on ne peut pas faire ça, ou avec nos moyens, on ne peut pas faire ça. La donnée probante scientifique, alors là, elle est vraie. Et nous, comme professionnels de santé, alors là, normalement, on la connaît, on l'a convaincu, on doit essayer de l'appliquer selon les moyens et les ressources disponibles autant que possible. Considérer l'itinéraire le plus efficace pour minimiser la durée de déplacement dans le transport public. Lors du transport des passagers, encourager le passager à maximiser la distance physique. Ça, c'est pour le chauffeur, le convoyeur ou autre responsable. Les opérateurs, c'est des sociétés de transport ou quoi que ce soit aérien, terrestre ou de, ferroviaire, devraient, dans la mesure du possible, fonctionner à une capacité inférieure à la pleine capacité s'il y a des épidémies. Ça a été suggéré réduire à 60% lors du Covid. Garder les fenêtres ouvertes pour assurer une certaine continuité de ventilation. En cas de climatisation, pensez à l'éteindre et ouvrir toutes les fenêtres pour favoriser les échanges d'air. Parce que le transport, que ce soit dans quelques trains, j'ai pu observer qu'il y a un flux de ventilation similaire à celui des avions, mais n'est pas aussi efficace. N'est pas aussi efficace. Restreindre, même pour le bus, il y a des bus climatisés. Restreindre l'accès aux zones intermédiaires, immédiatement autour des conducteurs. Les cas échéants, demander bien sûr aux passagers d'entrer et de sortir par des portes séparées pour permettre un écoulement unidirectionnel, comme vous le savez, comme on l'a fait, qu'on l'a fait durant les épidémies dans nos hôpitaux et nos institutions. Tout au long du transport, exemple avant pour sortir et arrière pour monter. Terminaux et plateformes des passagers, assurer le nettoyage et désinfection des zones à contact élevé des toilettes, fournir une civilisation appropriée. On ne perd rien si on rappelle et on rappelle et on rappelle et on parle. D'accord? Alors, pour indiquer les installations d'hygiène disponibles, par exemple, toilettes, distribution de désinfectants pour les mains, tenez compte du flux de mouvement des passagers autour du terminal et de la plateforme qui prend en charge ce qui procède en tout temps, conservant un accès continu aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou même pour les personnes âgées, les femmes enceintes ou accompagnées des petits-enfants. Les EPI posent toujours un petit problème et sont sujet de discussion. Normalement, d'ordre général, en transport commun public, il n'est pas recommandé d'utiliser régulièrement les EPI, comme les gants, les lunettes de protection, les masques, en dehors des établissements de santé pour se protéger, sauf indication ou nécessité. C'est sûr que vous avez vu souvent dans les informations ou quelques documentaires dans les pays de l'Asie. Alors là, vous voyez souvent, il y a un nombre plus ou moins important parfois des gens qui portent des masques, soit par peur d'être contaminés parce ils ont des maladies sous-jacentes, soit ils ont des signes, ils veulent protéger les autres. Le port de masque dans le transport public, il est nécessaire, sauf si vraiment le besoin il est là.
Si vous présentez un risque accru de maladie grave, prenez une transportation privée ou évitez les périodes de pointe si possible. Bien sûr, parfois, les moyens ne le permettent pas. En cas d'infection, évitez le transport en commun. Si cela se produit, utilisez un masque médical. Une barrière normalement plexiglas ouverte peut être installée pour protéger le professionnel, le chauffeur, le convoyeur ou autre lors de transport public. Pour conclure, évitez le voyage non essentiel. Évitez les trains et les bus, surtout si âgés ou souffrant d'une maladie sous-jacente, bien sûr, lors des épidémies. Lavez-vous les mains, fréquemment utilisez un désinfectant pour les mains à l'alcool. Évitez de toucher votre visage, maintenir la distance physique et porter un masque. Je vous remercie. Voici quelques références que vous pouvez voir. Mes remerciements à ma collègue prof Chadé, voilà Zadé, l'ex-présidente de ICANN. Sa présentation, j'ai pris quelques diapos. Il y a beaucoup d'autres aussi vidéos qui peuvent vous aider et aussi que ce soit des sites de l'OMS ou des sites aussi de communautés, des organismes internationaux pour le transport. Je vous remercie. À vous, Prof. Ali. Merci beaucoup, professeur Chedli, pour cette brillante présentation, riche en enseignements et recommandations. Nous n'allons pas beaucoup commenter et si nous avons des panélistes, ils peuvent aussi me relayer pour ajouter leurs apports, mais sinon, nous pouvons passer la parole à l'assistance pour leur apport aussi et leurs questions. Mesdames, Messieurs, vous avez la parole. Vous pouvez élever la main si vous avez une question ou un point de vue à exprimer. Je cherche dans le chat des questions. Oui, juste je remercie les collègues qui sont en train de partager leurs remerciements. Vraiment, j'apprécie, j'ai beaucoup d'estime pour ça. Mon ami de Togo, Monsieur Coleman Haïti, un des doyens de la PCI, aussi de l'hygiène euh, au Togo. Il y a beaucoup d'autres collègues, hein, je m'excuse. Merci Horace, merci Nombé, merci vraiment Bruno, Constant, Nana, Suleiman, Bonheur. Merci vraiment tous les collègues. Oui. Oui, merci à tous qui ont envoyé des remerciements au professeur Chedli. Euh, Nous attendons aussi des questions pour ceux qui ont des problèmes de compréhension ou qui ont un commentaire à ajouter. Vous avez la parole, Il y a Monsieur Coleman Haïti. Monsieur Oui, Coleman. est-ce que oui, c'est du Togo. Vous m'attendez? Nous vous entendons. Oui. Ok, merci professeur pour la présentation. Ce que je voulais faire comme commentaire, vous-même vous l'avez relevé par rapport au transport en commun. Et nous savons tous que la plupart des gares routières sont gérées par des privés. Et il serait difficile de contrôler le flux de passagers et même au cours du transport de donner ces instructions. Maintenant, au temps de Covid, il y a des mesures rigoureuses qui ont été prises. Mais en cas de rhume, de koala et de tuberculose ou tout ça si une personne infectée et qu'on ne détecte pas très tôt au départ, est-ce qu'il serait possible d'appliquer ces recommandations? Merci. Vu la configuration de nos moyens de transport.
Bien, merci, Monsieur Comlan. Professeur Chedli, vous pouvez donner votre avis. Merci bien. Merci, Monsieur Comlan. Merci vraiment. Vraiment, si vous permettez, Propali, il y a beaucoup de souvenirs qui se revivent pour mes missions dans beaucoup d'Afrique. Quand je contacte des collègues, surtout Monsieur Comlan, j'ai un peu travaillé avec lui et je connais, et on a beaucoup échangé. Il a été de grand support pour moi lors de mes missions dans son pays. Bon, vraiment, comme je l'ai soulevé lors de la présentation, les défis qu'on a dans notre continent, ils sont réels. Ils sont réels. Mais pour nous qui ont été bénis par le Seigneur d'avoir été formés et aussi en matière de connaissance de ces données probantes scientifiques en rapport avec les agents causaux, la mode de contamination, la prévention et tout ça. Alors, face à ceci, le défi demeure les ressources et les moyens. Il y a d'autres qui ajoutent aussi le facteur socio-culturel. Le défi, il est réel, mes chers collègues, il est réel. Et personnellement, vous et moi, on peut se trouver dans des situations où on est dans l'obligation de prendre un transport en commun et d'être entassé dans un petit taxi avec 6, 8, 10 personnes. Si c'est pas plus. Un petit taxi, pas un grand taxi, pas un van, pas un van. Mais autant que possible, s'il y a des épidémies, s'il y a des risques, on essaie de revivre, de se rappeler de ces petites recettes-là qui sont très simples, et de les appliquer. Euh, notre ami, Monsieur Haïti, a parlé de propriétaires ou de sociétés privées et qui cherchent l'intérêt avant ça. Généralement, si c'est le secteur public, c'est gérable. Et parfois, on peut trouver des petites solutions, même s'ils ne sont pas à 100% exemples, mais quand même de petites solutions qui améliorent la situation. Le problème est vrai, même le problème est vrai, le défi aussi est vrai. Le risque, il est là, surtout dans le période, lorsqu'il y a des épidémies, mais ça ne va pas dire qu'on doit s'arrêter de rappeler, de parler, d'instruire, et même lors de ces petits transports ou voyages, de parler en tête à tête ou de personne à personne avec les passagers. Et généralement, ces passagers, ce sont les nôtres, nos familles, nos amis, ouais, et les messages passent. Mais je suis sûr et certain, avec le temps, avec la répétition et le rappel, le message va se propager de plus en plus et l'observance s'ajoute. Mais ce que je dis, il faut toujours faire le premier pas. Et chacun d'entre nous, que ce soit individu ou ministère ou pays, on a le minimum de ressources pour faire le premier pas. Mais l'intelligence et le savoir, ça ne nous manque pas. C'est surtout la volonté et le premier pas à faire pour que ça commence à changer. Je vous remercie et j'espère au moins que j'ai donné quelques clarifications. À vous, prof Ali. Merci beaucoup, professeur Chedli. Ce que vous venez de dire est profond et nous n'avons cessé de le répéter. Notre collègue Valérie Chilombo a encore répété cela la semaine passée, euh, que les gens attendent beaucoup de l'État, mais les institutions doivent avoir cette volonté de faire ce pas pour faire à leur niveau, à l'échelle de leur structure, pour commencer, et l'État ajoutera encore mieux. J'apprécie le mot volonté, c'est ce qui nous manque. Dans le chat, il y a docteur Ndoumé Ghislain qui a remercié le professeur Chedli et aimerait savoir comment faire pour savoir si une compagnie
applique des règles de PCI et quel type d'entretien est, est fait. Je pense que c'est comme ça. À Ouais. vous, professeur Chetli. Merci, docteur Didlam, merci pour la question. Bon, malheureusement, ça nous renvoie aussi à faire le lien avec la question précédente de Monsieur Haïti. Euh, ces compagnies-là, avec mes respects, leur but initial, c'est l'intérêt. L'intérêt. Mais pour garder cet intérêt-là, généralement, il y a une exigence qualité minimale, une exigence de qualité minimale qui est nécessaire, et sur lequel ils travaillent tous. Alors, ces critères de qualité ou ces qualités d'amélioration de service, d'entretien, d'hygiène, de nettoyage, etc., varient d'une compagnie à une autre. Et cette variabilité, généralement, dépend de l'importance et de la grandeur de cette compagnie-là. Il y a les organismes, comme je l'ai parlé tout à l'heure, comme je l'ai parlé tout à l'heure, comment s'appelle l'Association internationale pour l'aviation civile. Alors, et il y a d'autres aussi sites Internet qui donnent une classification régulière sur les qualités de service fournies par ces compagnies aériennes. Compagnies aériennes. Aussi, en parallèle, il y a beaucoup de pays qui ont, je sais très bien pour le Canada, pour les États-Unis, pour la Grande-Bretagne, pour quelques compagnies des pays de Golfe, les Emirates ou le Qatar Airlines ou les autres, vraiment, ils ont des critères de qualité, ils ont des restrictions, que ce soit pour les services ou pour les l'hygiène pour le ménage, qui sont de qualité et que leur gouvernement assure l'observance. C'est-à-dire, il y a des indices qui sont collectés par les institutions internationales pour classifier ces compagnies-là, et il y a des pays qui ont mis des réglementations pour assurer un suivi sur l'observance de ces règles, pas seulement de PCI, mais en général de santé publique et d'hygiène sanitaire dans les aéroports et dans les avions. Mais pour être franc avec vous, il n'est pas facile. À l'œil nu, vous pouvez voir que c'est propre, c'est clair, c'est bien odorant, etc. Mais comment ça a été fait, le processus, ça varie d'une compagnie à une autre, d'un pays à un autre, selon les moyens et selon les lois en vigueur par rapport à la sécurité, que ce soit sanitaire et autres. Mais il y en a, comme je l'ai dit, des institutions internationales sur Internet, je ne me rappelle pas actuellement, qui donnent chaque année des classifications sur les meilleures compagnies aériennes et l'un des critères qu'ils mettent, c'est la propriété et l'hygiène. Merci à vous, Prof. Ali. Merci beaucoup, professeur. Nous allons donner la parole au docteur Daniel Vita, qui a écrit dans le chat, mais aussi qui vient de lever la main. Docteur Daniel, allez-y. Désactivez votre Docteur micro, docteur Daniel, Daniel. ouvrez votre micro. Docteur Daniel, désactivez votre micro. Docteur Daniel, désactivez votre micro. On vous entend. Vous vous parlez à vous-même, Activez docteur surtout, tout de suite. Daniel. Activez votre micro, je m'excuse. Docteur Daniel, activez votre micro. C'est comme s'il a des Ah, c'est bon. écouteurs. Bien, nous allons Merci. passer la parole à Monsieur Numbi. À Monsieur Numbi pour sa question. Docteur Daniel ne nous suit pas. Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation euh, très, très bonne. Et j'ai une question par Allô? rapport
Allez-y, allez-y. Allô? Monsieur Allô? Numbi, on va vous passer la parole après, docteur Daniel. Monsieur Numbi, allez-y. Oui, je disais que j'ai une petite question par rapport à C'est un c'est une phénomène question, qui se allez-y. passait, oui, qui se passait lors au cours du Covid. Il y a eu un déni du Covid dans certains milieux parce que les mêmes familles qui vivaient ensemble partageaient les mêmes choses ensemble sans protection. D'autres personnes se sont infectées alors que d'autres n'ont pas pu, n'étaient pas infectées. Et bon, nous, on Monsieur Numbi a un souci avec son micro. Monsieur Numbi, vous sortez entrecoupé. Si vous pouvez écrire, ça nous aidera à comprendre. dit Monsieur que c'est Numbi, par si vous rapport à l'immunité, permettez, puisque ils ont maintenant. Oui, est-ce que c'est bon maintenant? Oui, oui, Ouf. c'est bon, mais nous n'avons pas Oui, suivi j'ai un une bonne souci de partie de connexion. votre intervention. OK, donc je vais reprendre. Oui, je vais reprendre, s'il vous Soyez plaît. bref. Je disais Soyez que bref. nous avons, oui, voilà, nous avons rencontré un problème de déni lié au fait que certaines personnes dans une même famille partageant les mêmes choses ont été infectées alors que d'autres non. Je voudrais comprendre s'il y a d'autres facteurs en dehors de l'immunité qui font que d'autres ne sont pas euh, atteints. Merci beaucoup. Euh, Professeur, si vous pouvez répondre à sa question, mais j'ajouterai oui, quelque chose après. oui, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, merci bien pour votre question, Monsieur Mbi. Merci bien. Bon, le déni, je sais pas si je peux le nommer un comportement humain très normal. Et ce déni-là, ou ce refus, ou un comportement différent, ne veut pas dire qu'on doit stigmatiser ces gens-là ou dire... Alors, généralement, notre jugement, il est basé sur la collecte de différentes données et une analyse. Et cette collecte de données et cette analyse-là, elle est sujette à des influences et des variations. À des variations. Mais nous, présents ici actuellement, on a fait des études en sciences de la santé. On ne peut pas négliger ou, je sais pas, ne pas accepter ou, je sais pas, le verbe qui peut décrire exactement que le Covid est une réalité et que ça a existé. Et l'impact a été différent d'une personne à une autre, d'une famille à une autre, d'un groupe à un autre, d'un pays à un autre, d'une région à un autre. Et cette variabilité est due à plusieurs facteurs. Même dans notre continent, si le nombre de cas et le nombre de décès par rapport aux pays occidentaux ou nord-américains était très bas, ne peut pas être un indice définitif que vraiment, nous, en Afrique, nous sommes plus forts, nous sommes plus immunisés. Mais il y a des facteurs qui ont fait que ces indicateurs-là, ou ces données-là, ou ces taux-là étaient réduits par rapport aux autres pays. Raison de plus, pour nous comme professionnels de santé, même avec ces nombres qui sont réduits par rapport aux autres et un certain déni autre, on ne peut pas dénier qu'il y a des gens qui souffrent jusqu'à maintenant du Covid. Et Prof Ali, merci, avec le collègue d'expertise congolaise, on fait une série de webinaires sur le Covid longue durée. Et
Personnellement, je connais des gens qui souffrent jusqu'à maintenant à cause de ça. Alors, franchement, on doit essayer d'être le plus objectif que possible, le plus objectif que possible, c'est-à-dire ne pas vraiment en dehors des épidémies ou autres, rendre la vie difficile en appliquant des mesures de PCI strictes tout le temps, à tout moment, n'importe comment. Si c'est justifié, on les applique. Si c'est pas justifié, on ne les applique pas. Mais ces dénis-là, c'est un comportement humain très normal qu'on doit accepter et qu'on doit essayer de négocier avec les gens du moment s'ils sont à risque ou ils présentent un risque pour les autres. Je ne sais pas, Prof. Ali, si vous pouvez compléter ça. Merci beaucoup, professeur Tchedri. Je voudrais rappeler à notre collègue que dans une famille, les membres d'une famille, eh bien, tous ne s'appellent pas Jean ou Jasmin ou Jasmine. Non, chacun a un nom qui le différencie de l'autre. Cette différence est aussi au niveau de la résistance. C'est pas parce qu'on vit sous le même toit que nous avons tous la même résistance. Et quand quelqu'un attrape la maladie, elle doit emporter tout le monde. Non. Le niveau de résistance est différent et les comportements aussi. Et c'est ce qui fait que certains vont attraper la maladie qui peut même les emporter, mais d'autres s'en sortent. Je voudrais, euh, sans précipiter le titre, nous voulons placer le mois d'août que nous avons commencé sous le thème de la COVID-19. Question d'être proactif parce que si on n'en fait pas trop de bruit au niveau international, cela ne veut pas dire que ça ne fait pas des ravages. Il y a un grand président euh, que vous avez suivi il y a quelques semaines qui a attrapé la maladie avec certaines conséquences. Donc, nous allons y revenir à partir de la semaine prochaine. C'est déjà une invitation pour que nous puissions poser encore plus davantage des questions sur la COVID-19. Ceci dit, docteur Daniel, vous attendez quelques secondes. Nous allons lire la question du docteur Horace. Docteur Horace. Voilà. Est-ce que, docteur Horace, vous pouvez poser votre question directement? Docteur Horace, je ne retrouve pas votre question. Alors, s'il y a moyen que vous puissiez poser directement votre question, tant mieux. Est-ce que docteur Horace me suit? Il y a Daniel, Prof. Ali, qui demande, lève la main, dans l'attente Oui. d'Horace. Ahora, OK. Pourrais-je le poser Docteur pour... Daniel, docteur Daniel, vous avez la parole. Merci bien, professeur. J'aimerais revenir sur les risques faibles dans l'avion, comme l'a expliqué le professeur Chedri, sur à ce qui concerne les flux et faits de manière que les risques soient réduits. Mais je voulais savoir, est-ce que les comportements des passagers dans l'avion, tels que les allers-retours, l'utilisation des toilettes, la station d'égout, est-ce qu'elles ne peuvent pas augmenter aussi les risques pour faire en sorte qu'au finish, que les risques soient toujours élevés? Merci. oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Ça augmente les risques, tout à fait. Ça augmente les risques, mais d'autant que la transmission s'est faite des infections respiratoires par gouttelette ou par air, et tant que
le flux là est du haut vers le bas, alors là, la mine est là. Alors généralement, la contamination elle est moindre. Mais si une personne vraiment se déplace, il a touché sa bouche, ou il a éternué dans sa main, il a touché la côte-doire, et vous avez touché la côte-doire, le risque il est là. Le risque il est là. Mais le système de ventilation, il réduit la propagation dans la cabine de l'avion. Mais si vous avez touché je sais pas, une surface qui a été contaminée, bien sûr, le risque, il est toujours là. Merci, docteur Daniel, pour votre question. À vous, Prof. Ali. Merci beaucoup. Docteur Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez poser la question, votre question? Bien Docteur sûr, merci, Jean-Pierre, professeur. Merci beaucoup, professeur. Professeur Ali, Kazadi. oui. Et mes sincères remerciements au professeur Chedli. Alors, j'ai une préoccupation et la façon dont le COVID-19 s'est propagé depuis la Chine jusque dans les coins les plus reculés du globe dénote une faillite du système de, de veille sanitaire et de mesures PCI dans beaucoup de pays, parce que ça n'a pas épargné beaucoup de pays. Alors la question est de savoir, est-ce qu'il y a euh, quelques stratégies il faut mettre en place pour rendre les services de veille et les différentes mesures de PCI plus efficaces au niveau des ports, des aéroports, afin d'éviter la situation telle qu'on l'a vécue avec le COVID-19. Merci. Merci, docteur Jean-Pierre Kazadi. Merci beaucoup pour votre question. Euh, et vraiment, comme on l'a dit au début, et ça a été vraiment aussi souligné par Prof. Ali, euh, vraiment, la prévention contre l'infection ou le changement, ça débute au niveau de la personne, au niveau de l'individu. C'est une culture, c'est un changement de comportement où ça doit commencer. Parce que parfois, ou même si c'est pas parfois, même si le gouvernement ou le pays, le ministère de la Santé, l'institution a mis des lois et a informé, a partagé, si l'individu n'a pas observé ces recommandations et ces lois-là et ces directives-là, les risques demeurent là, demeurent présents. Euh, pour faire face et rendre plus efficace, il y a diverses expériences. Je vous prenais l'expérience du Chine, l'un des pays les plus peuplés au monde. Alors, les mesures qu'ils ont mis vraiment étaient très, très strictes. Et je te jure qu'aucun de nos pays, même en Afrique, la population d'aucun pays en Afrique ne va tolérer ou observer ce que ça a été dicté par le gouvernement chinois et appliqué par la population. Le même cas, l'exemple des pays occidentaux. L'expérience, elle est différente. Je me rappelle, on est à proximité de l'Italie. Le Covid a fait de ravages. Le Covid a fait de ravages. Je me rappelle une collègue qui a travaillé avec moi. Elle me dit, dans la réanimation, on choisit les patients, parmi les patients qui sont morts, lesquels on prend pour amener dans la réanimation et le sauver. On n'a pas beaucoup de lits, on n'a pas beaucoup de personnel. C'est-à-dire, imaginez, vous êtes devant une foule qui est souffrante et vous choisissez ceux qui doivent survivre, ceux qui doivent mourir. Alors, vous prenez l'exemple de pays, pour les États-Unis et autres. L'expérience, elle est différente. L'expérience est différente. Les pays du Golfe ou de l'Asie, elle est différente. Nous, en Afrique, c'était un peu différent. Peut-être pour nous, le cas de l'Afrique, l'impact n'était pas très, très grand, à part pour les pays de l'Afrique du Nord. Surtout pour nous, en Tunisie, l'Algérie, le Maroc, là où l'Égypte, où l'impact de Covid était très important. Bien que on a essayé d'observer le modèle européen, mais malgré ça, il y a des dénis, il y a des refus, il y a des gens,
même jusqu'à maintenant, il dit, je ne ferai jamais le vaccin et ne change, et j'admets pas jusqu'à maintenant que le Covid est là. Et le Covid est une fabrication des Occidentaux qu'ils ont mis ça. Même chose dans beaucoup de pays africains, ça existe. Alors, si je résume, normalement, majorité, si je parle de la totalité des pays africains, ont mis des stratégies et ont développé des lignes directrices, et il y a eu des lois, il y a eu des messages. Presque tout a été fait. Mais l'implémentation et la mise en œuvre et l'observance qui a varié. Et comme l'a dit Prof Ali, moi j'ai parlé des facteurs influents l'immunité, l'environnement, sont des facteurs qui influent et qui ont donné à notre population, surtout en Afrique, un certain sentiment de confort ou, par rapport aux pays occidentaux ou des pays asiatiques ou américains qui ont connu beaucoup de cas. L'OMS a fait des efforts incroyables avec des suivis, comme vous l'avez dit, là, une veille sanitaire globale était là, et un suivi un peu partout. Mais malgré ça, ça n'a pas beaucoup marché chez nous. Mais ça ne veut pas dire si ça n'a pas marché chez nous en Afrique, c'est que nous, on est faible ou nous, c'est négatif ou ça. Non, il y a des facteurs qui influent. Il y a des efforts qui ont été faits. Africa CDC a fait un effort incroyable. Beaucoup de pays, surtout l'Afrique du Sud, a fait des efforts incroyables. Mais, comme je l'avais dit, ces facteurs influents, c'est eux qui ont plus ou moins modifié, que ce soit les résultats, l'impact ou l'observance. Et pour conclure, normalement, c'est l'individu. Moi, je disais toujours, la PCI, ça doit être initié dès l'école primaire. Dès l'école primaire, les petits-enfants, parce que chez nous, ce sont les maladies hydriques. La PCI, c'est l'hygiène de vie. C'est-à-dire le petit enfant à l'école primaire, même élémentaire, on l'initie à comment se laver les mains, on l'initie à l'étiquette de tout, on l'initie à garder les distances. Et ça, c'est pas ce qu'on imite les Occidentaux où on a besoin de médecins ou d'un expert comme Prof Ali ou que autre. Non, ça, c'est-à-dire, c'est le savoir-vivre, c'est le quotidien, c'est l'hygiène de vie. Et quand on a dans la population de le jeune âge, ces petits principes-là sont implémentés et aussi nos professionnels de santé ont été initiés à la PCI de base dans leur programme et le curriculum initiaux. Alors là, l'observance et le respect et le changement de comportement et de culture, ça viendra parce que le gouvernement à eux seuls, le politique ne change rien. Chez nous, on dit on ne peut pas applaudir avec un seul main. Il faut toujours le demander. Le gouvernement et la population ensemble pour ça. Merci pour votre question, mais n'oubliez jamais, chers collègues, que nous tous, pas seulement comme professionnels de santé, comme citoyens, on a un rôle à jouer. Sincère remerciement à vous, Prof. Ali. Merci beaucoup, professeur Chedli, pour ces éclaircissements. Je voudrais rassurer encore une fois nos chers collègues participants que ce mois d'août, nous allons le consacrer au thème de COVID-19. Préparez-vous, amenez vos expériences et surtout vos apports pour les questions qui ne se terminent pas, excusez-moi. Et c'est parce que le problème est détail. Le problème est détail et je félicite le professeur Chedli pour son professionnalisme et il est toujours prêt à revenir vers nous pour partager son expérience et surtout ses interventions sont appréciées partout où il est passé. Nous allons terminer avec Monsieur ou Docteur Horace, Monsieur Ndoumé et aussi Monsieur Isaac Mitima. Le temps imparti est largement dépassé, mais nous n'allons pas laisser les questions en suspens. Je pense que Merci. le professeur Tchèque nous le permettra. Merci. Pour Monsieur Horace, il a écrit avec tous ces défis. Le Mm. représentant du ministère du Transport
et ou du commerce ne doit-il pas faire partie de la démarche One Health? Comment allons-nous leur expliquer quelle serait leur place ou action dans cette démarche One Health? Eh bien, la question est posée. Professeur Chedli, avez-vous une réponse à donner à Monsieur Horace? Bien sûr, je remercie M. Horace pour sa question. Elle est très pertinente et le concept One Health est l'un des concepts vraiment sur lequel on travaille, on donne beaucoup d'importance, mais malheureusement, même mon collègue que je considère un de nos doyens en Afrique, Prof. Ali, ne peut pas donner, c'est-à-dire une recette ready-made, prête à utiliser. Parce que vraiment, pour changer et pour modifier, normalement, tout doit être structuré. Et normalement, les autorités sanitaires, c'est eux qui proposent la stratégie et le plan d'action et la démarche à faire. Nous, comme professionnels de santé, et bien sûr, aussi le citoyen, c'est-à-dire on suit cette démarche-là et on adopte et on s'intègre dans cette démarche-là. C'est pourquoi je vous dis, je n'ai que des recommandations d'ordre général, je n'ai pas de recette spécifique. Parce que pour un pays, je ne sais pas, Monsieur Horace, il est d'où? Il est de l'RDC? Non. Non, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, enchanté. Ouais, enchanté. Alors, on prend le cas de Côte d'Ivoire. Alors, ici, quand on parle de concept One Health, et dans le concept One Health, en dehors même de la prévention de grandes infections, il y a deux grands fléaux de grands fardeaux pour notre continent et qui commencent à faire des ravages, qui sont les infections associées aux soins et la résistance aux antimicrobiens, et pour lequel la santé animale et même végétale, là, elle est plus ou moins ensemble en train de travailler sur ce fléau-là. Et la raison pour laquelle, je vous le dis, mon cher collègue, c'est que c'est toute une politique vision, stratégie et plan d'action d'un pays. Et dans ce plan d'action, il y a différents acteurs et différents partenaires, et je dis bien acteurs, parce que généralement, les changements doivent être proposés, implémentés et observés par les gens du pays ou les vrais acteurs avant les partenaires. Les partenaires ne peuvent que vous appuyer et partiellement. Et partiellement. Alors là, si j'essaie de résumer, c'est dans ce contexte-là et cette stratégie, cette politique-là, il y a des recommandations, il y a des mesures à suivre. Et si chacun d'entre nous, de son côté, observe, applique et conseille les autres d'observer et appliquer, alors on peut commencer les premiers pas et on peut commencer à faire des améliorations. Je vous remercie pour votre question. Je m'excuse pour la réponse un peu vague. À vous, Prof. Ali. Prof. Ali? Oui, je n'ai pas activé mon micro. Ok. Euh, le docteur Ndou m'a écrit concernant les lieux publics, quels sont les lieux de prière, les grandes surfaces, ainsi de suite. Y a-t-il des outils pour faire l'évaluation des risques, pour mettre des chiffres devant les faits, en dehors de scorecard communautaire pour les urgences, pour faire bouger nos États? Vous avez suivi la question ou les Oui, deux questions? Si vous pouvez donner votre point de vue, professeur Chedli. Merci. oui.
Bon, je crois, vous aussi, vous êtes conscient de ce problème, Prof. Ali, et je crois on a discuté 2 fois avant, et même j'ai discuté ça avec des très hauts niveaux à Genève, mais ça n'a pas été une priorité. Même avec Prof. Andy Bola Bola et les collègues de Africa CDC, j'ai un peu échangé sur ça. En Afrique, on a besoin de commencer à penser à la PCI communautaire dans la communauté. Il y a des spécificités propres à nous en Afrique et face à ces spécificités, le secteur de la santé publique, dans la majorité des pays en Afrique, il est développé et on a vraiment l'expertise et les compétences. Maintenant, comment joindre cette expertise en santé publique existante et ces compétences à la PCI et analyser le besoin d'avoir une PCI communautaire ou la promotion de la PCI communautaire. Comme le collègue, il a parlé de lieux de culte, de lieux je sais pas, de sport ou autre où on peut se regrouper, les marchés ou autre ça. Alors, je reviens à la réponse de notre collègue précédent. Ceci s'initie depuis le bas âge. Depuis le bas âge, depuis l'école élémentaire et maternelle. Et ça avance lentement. Et en parallèle, les autorités sanitaires et autres, en parallèle avec la PCI dans le milieu hospitalier ou le milieu de soins, il y a nécessité d'une PCI communautaire et le deux se joignent au concept d'être One Health et d'autres aussi concepts pour promouvoir la santé de l'individu et la qualité de l'individu avec l'un des outils qui est la prévention et contrôle des infections. Merci à vous, Prof. Ali. Merci beaucoup, professeur Chedli. Nous allons terminer avec Monsieur Isaac Mitima qui a demandé la parole. Monsieur Isaac, voudriez-vous poser votre question? Monsieur Isaac, activez votre micro, Monsieur Isaac. Oh là là. Monsieur Isaac, si vous me suivez, Il n'arrive pas. il n'arrive pas. Eh bien, c'est l'occasion pour moi de remercier le professeur Chedli pour s'être mobilisé revenant d'un voyage hier, mais il s'est quand même donné la peine de réviser ses diapositives et de nous proposer aujourd'hui un texte bien intéressant. Je remercie aussi Madame Kanika et son équipe qui nous ont permis d'échanger pendant tout ce temps. Il fait nuit déjà chez elle. Je les remercie. Je remercie aussi tous les participants euh, pour une discussion franche et très intéressante. Je demanderai aux participants de remplir quand même la feuille d'appréciation et de nous renvoyer cela. Ça nous ferait grandement plaisir et nous programmons la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, nous avons quand même pour ce mois d'avril, pour ce mois d'août, 5 semaines, 5 vendredis, je voulais dire. Donc, nous allons échanger utilement sur différents sujets qui se rapportent à la COVID-19. Question d'être proactif. La menace, ne la sentons pas très loin de nous, mais il faut qu'on se prépare. Merci et bonne soirée chez vous. Merci, merci à vous tous. Merci, Prof. Ali Boulabora, pour l'occasion. Merci. Merci, Merci aussi, professeur. Au revoir. Merci, professeur. Merci, merci, chers collègues. Bonne fin de journée et au revoir. Au revoir, professeur. au revoir. Au Au revoir. revoir. Oui, au revoir. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.
Au revoir et à très Au bientôt. revoir.